Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Faut-il réformer l'organisation du Parlement bruxellois? La division de notre Assemblée régionale entre un collège francophone et un collège néerlandophone correspond-elle encore au Bruxelles d'aujourd'hui? Ces 10 derniers jours, depuis les élections, de nombreuses critiques ont été émises sur la représentativité des uns ou des autres. Alors c'est un débat qui n'est évidemment pas dénué d'arrière-pensée politique. Pourquoi est-ce que la représentation garantie des néerlandophones a été mise en place? Est-ce que ce système fonctionne encore? Faut-il imaginer d'autres choses? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, nous allons en débattre avec Philippe Van Parijs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'UC Louvain et à la KUL et vous êtes surtout le président du Conseil bruxellois pour le multilinguisme. Et Pascal Delhuit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole, comme chaque soir, on va écouter une déclaration tirée de nos archives. Nous sommes lundi dernier, c'est le 10 juin, donc au lendemain des élections. Elke van den Brand commente les résultats sur notre plateau. Elle indique quelle sera sa feuille de route pour les négociations à venir, notamment en termes de mobilité. On l'écoute. Je veux plus de sécurité routière pour nos enfants, plus de qualité d'air, plus d'espace pour se rencontrer, pour jouer, pour planter des arbres. Alors, ça sera mon bataille que je vais continuer à mener. J'ai presque doublé mon score. C'est aussi un signal qui m'est donné. Alors, moi, j'ai reçu un mandat clair pour défendre les changements dans l'espace public et faire en sorte qu'on continue avec une politique de mobilité progressiste. Chaque vote que j'ai eu pour moi est un mandat pour continuer le combat, pour changer Bruxelles. Alors évidemment, je vais défendre mon programme, mes valeurs et mon parti. Alors, chaque vote que j'ai eu est un mandat, Pascal Delhuit. C'est une déclaration qui a été énormément commentée sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision. Donc, un petit mot d'explication. Elke van den Brand, elle a mené campagne en défendant le bilan de Good Move. Le mouvement réformateur et d'autres partis ont mené campagne en attaquant Good Move. C'est un peu le choc des contradictions à Bruxelles? C'est effectivement un peu le choc des contradictions à Bruxelles, dans le contexte institutionnel que l'on connaît. Mais voilà, il faut observer qu'à la fois en nombre de voix, Groen a progressé, et en nombre de voix de préférence, Elke van den Brand a fort progressé. Et bien évidemment, Elke van den Brand, je pense, comme les observateurs, l'interprète comme un encouragement à poursuivre la dynamique qui a été initiée il y a déjà en fait 2 législatures et qu'elle a poursuivi et approfondi durant la dernière législature. Oui, alors on reviendra sur cet exemple de Good Move, il va nous servir de fil rouge tout au long de cette émission, mais on peut dire qu'en fait il y a 2 gagnants dans cette élection. Dans le collège francophone, c'est clairement le mouvement réformateur et puis les engagés qui ont également performé. Et dans le collège néerlandophone, là c'est Groen qui est gagnant avec 4 sièges. Ça veut dire qu'il y a 2 gagnants et ils doivent s'entendre, c'est ça la réalité des institutions bruxelloises? Ouais, c'est même un peu plus nuancé de mon point de vue le résultat électoral. Il y a bien sûr le MR. Et avant les engagés, le PTB. Il faut bien voir que le PTB fait une grosse progression. Et puis les engagés aussi contre Good Move, pour reprendre notre exemple. Absolument. On a eu une campagne anti-Good Move du MR, du PS et du PTB, ça c'est sûr. Et bien sûr, du côté néerlandophone, le grand gagnant, c'est Groen et en particulier Elke van den Brand. Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer comment l'électeur francophone vote dans un sens, l'électeur néerlandophone vote dans l'autre? Ou quand je dis ça, je suis déjà un petit peu réducteur et je fausse l'analyse? C'est-à-dire qu'elle est partiellement différente. Il est clair, je pense, pour tout le monde, et on va pouvoir le démontrer, qu'une partie de l'électorat francophone, une petite partie, mais une partie néanmoins, a voté pour des partis néerlandophones et singulièrement pour Groen. Je crois qu'un certain nombre d'électrices et d'électeurs francophones ont vu dans le vote Groen, ont vu dans le vote Elke van den Brand une forme de soutien à la politique de mobilité et aussi, d'une certaine manière, une forme de garantie, compte tenu de la contrainte institutionnelle, qu'on ne pourrait pas passer outre au soutien apporté à Groen. Quand vous dites on va pouvoir le vérifier, c'est le travail des politologues dans les analyses après élection, d'essayer de comprendre et d'objectiver les transferts de voix, c'est ça? Je dirais qu'en première lecture, on peut considérer qu'il y a 10 000 voix qui se sont exprimées pour des partis francophones à l'élection fédérale ou à l'élection européenne qui se sont exprimés dans le rôle linguistique néerlandophone. Alors on est face à une sorte de nœud, Philippe Van Parijs. Est-ce que vous pensez que ce nœud est légitime, normal, attendu, prévisible? C'est une nouveauté ou pas une nouveauté pour vous? Et est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir?
Attendu, prévisible, oui, peut-être pas avec cette ampleur, c'est-à-dire on ne s'attendait pas à des différences aussi grandes entre les deux collèges. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Pascal, donc une partie de l'explication réside dans un transfert de voix dites francophones, on pourra revenir là-dessus, vers le collège néerlandophone, et qui ont profité principalement au Vlaams Belang, à la liste Fouata Idar et à Groen, hein, mais au détriment du CDNV, au détriment de la NVA. Oui. Et donc ça s'est passé. Donc est-ce que donc prévisible, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement de ce type-là. Moi, il y a 10 ans, j'avais déjà publié une carte blanche invitant les francophones à voter pour une liste néerlandophone, à la voix pour éviter un blocage, mais aussi parce qu'on a alors une deuxième voie. Qui nous permet également, qui permet aussi à tout Bruxellois de voter pour le Parlement flamand. Et bon, hein, donc il peut y avoir un intérêt à faire ça. Donc ça affecte la légitimité. Est-ce qu'il est légitime pour des francophones de voter dans le collège néerlandophone? Je dirais absolument oui, avec un élément supplémentaire maintenant. C'est que, bon, combien est-ce qu'il y a de francophones, de néerlandophones à Bruxelles? Si on regarde le dernier Taalbaromètre pour l'ensemble des adultes bruxellois, ça fait 6% de ceux qui n'ont eu que le néerlandais comme langue maternelle. Donc le Taalbaromètre, c'est une étude de la VUB. Hein. C'est une étude de la VUB, donc tous les 6 ans environ, donc on a des données qui sont fiables sur... 6% de néerlandophones. Si on regarde les résultats, là, il y a quand même plus que 6% qui ont voté pour le collège néerlandophone à Bruxelles. Hein. Mais alors, donc 6%, attention, mais 6% de néerlandophones, c'est-à-dire de gens qui n'ont eu que le néerlandais comme langue maternelle, mais ça, il y a 40% de francophones en ce sens-là, qui n'ont eu que le français comme langue maternelle. On n'est plus dans une situation où il y avait d'une part des francophones purs et des néerlandophones purs. Alors ça, c'est la question suivante, Philippe Van Parijs. Est-ce que ça a encore du sens de diviser la population bruxelloise entre francophones et néerlandophones? On peut être un peu des deux, on peut être complètement autre chose, on peut avoir une troisième ou une quatrième langue à la maison. Ça correspond à Bruxelles d'aujourd'hui, cette Bien sûr que non. Et donc là, il y a un autre indicateur qui est intéressant, c'est de dire combien de francophones envoient leurs enfants à l'école maternelle néerlandophone. Et là, la réponse, on n'est plus aux 6%, on n'est pas non plus aux 17% qui sont manifestés maintenant dans les dernières élections, mais on est au-delà des 20%, hein, donc on est à 23%. Et donc on pourrait dire, les néerlandophones, c'est ceux qui envoient leurs enfants à l'école néerlandophone. Et donc ils ont évidemment intérêt à ce qu'ils aient un bon ministre de l'enseignement. Et donc ça veut dire, donc ça indique que c'est un des aspects qui montre la pathologie du système actuel. Alors, on va reprendre nos déclarations politiques de la semaine. On va écouter cette fois-ci David Wetzman pour le mouvement réformateur. Et c'était vendredi matin, et c'était dans notre émission matinale Bonjour Bruxelles. David Lester travaille, donc laissons-le travailler. Par contre, tout le monde doit comprendre que le MR a gagné les élections avec une autre vision de la mobilité, une vision beaucoup plus partagée, une vision beaucoup plus positive pour tous les Bruxellois. Elke van den Braan est incontournable probablement du côté néerlandophone. Elle a augmenté son score de 14 000 voix à 18 000 voix. Le mouvement réformateur a augmenté son score de 65 000 voix à 100 000 mais voix. Vous avez besoin aussi d'avoir une majorité côté néerlandophone. Je suis toujours dans la nuance. Il faut respecter les institutions, mais il faut aussi respecter le choix démocratique. Alors, un mot sur ce qui vient d'être dit, Pascal Delutte. Est-ce que ça a du sens, ce concours de « je suis plus gagnant que vous » ou « moins gagnant que vous » Est-ce qu'on peut établir une hiérarchie entre les gagnants du côté francophone et du côté néerlandophone, ou ça n'a pas de sens? Ça a du sens, mais il faut être prudent parce qu'il y a un cadre institutionnel donné et vous pouvez dire ce cadre institutionnel n'est plus adapté, il faut le modifier, mais en l'état, ce cadre institutionnel existe. Et puis il y a une deuxième observation qui peut nuancer le propos, c'est que quand vous regardez, en fait, si on dépasse le cadre institutionnel et qu'on regarde les résultats à l'échelle de la région, les choses apparaissent plus nuancées, c'est-à-dire que il y a une grosse progression du MR, le MR a acquis le statut de premier parti, mais dans l'ensemble, le rapport de force, si on peut le dire comme ça, c'est plus nuancé, mais le rapport de force droite-gauche, gauche-droite, n'a pas tant évolué. Et la droite et le centre sont minoritaires dans le vote. Les partis progressistes sont majoritaires dans le vote. Donc c'est aussi
un des éléments qu'on observe dans les résultats électoraux du 9 juin. Ouais, si on regarde les voix de préférence, David Lester en a eu 20 000, Elke van den Brand un peu plus de 8 000. Si on prend le taux de pénétration, hein, c'est-à-dire si on ramène ce nombre de voix par rapport au nombre d'électeurs dans le collège francophone et néerlandophone, là c'est Elke van den Brand qui est devant, elle a eu 10%, donc un électeur qui a voté dans le collège néerlandophone sur 10 a voté Elke van den Brand, alors que c'est seulement 1 sur 20 pour David Lester. Une petite précision quand même, Philippe Van Parijs, donc les électeurs, ils ont le choix de passer d'un côté à l'autre. Les candidats, eux, ils ne l'ont pas. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une petite anomalie dans notre citoyenneté sauce bruxelloise ? Je crois qu'il y a une anomalie, mais ce n'est pas la seule de système. Donc, la contrainte qui a été imposée aux candidats et donc aux élus, elle est justifiée par le fait qu'on a peur de l'opportunisme des candidats qui vont se présenter d'abord d'un côté, d'abord de l'autre. Donc, on veut donner le signal aux candidats de dire, écoutez, soyez sérieux, hein, dites que vous êtes si vous êtes un vrai néerlandophone. Hein, donc, si je me présente une fois à l'élection sur une liste néerlandophone, ce sera à vie du côté des néerlandophones. Oui, voilà. C'est ça. Et c'est par exemple pour ça qu'Alexia Bertrand ne pourra plus se présenter au Parlement bruxellois pour l'Open VLD, parce qu'elle s'est déjà présentée pour le MR autrefois. Hein. Donc on ne peut pas changer. Hein. On ne peut pas changer, et ça renvoie à une histoire vieille d'un demi-siècle maintenant, qui est le Conseil de l'agglomération, hein, qui a précédé la région, où de fait, il y a eu des candidats du FDF qui se sont présentés comme néerlandophones. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans les discussions, on a mis en place ce mécanisme-là. Alors, il y a la représentation garantie qui existe depuis 2001 en région bruxelloise, qui donc fixe la taille de ces deux collèges. On a 72 députés du côté francophone et 17 pour le collège néerlandophone. C'était un bon système, en tout cas, on l'avait imaginé comme un bon système à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'on doit en sortir de cette représentation garantie, Philippe Van Parijs ? Pour moi, on doit sortir du système actuel, mais pas nécessairement la représentation garantie. Donc, le système actuel, il tenait la route tant qu'on avait deux tribus qui vivaient côte à côte, une tribu majoritaire, une tribu minoritaire. Les tribus, c'est les communautés. C'est les communautés avec leurs propres écoles, avec leurs propres institutions de soins et avec, entre autres, leur propre parti politique. Et le tout séparé, on considérait qu'il y avait une identité unique. Et donc, ces deux tribus, ces deux communautés formaient des ensembles mutuellement exclusifs et collectivement exhaustif. Maintenant, cette réalité-là, elle appartient irrémédiablement au passé. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est de dire, mais qu'est-ce qui justifie fondamentalement ce double collège ? Et pour moi, il y a deux justifications. Donc la première, c'est de dire, il faut essayer que toutes les communautés soient représentées, pas de manière proportionnelle, mais de manière à surreprésenter les plus faibles, les moins représentés. Mais alors à Bruxelles, aujourd'hui, on pourrait dire, il faudrait aussi un quota pour les personnes d'origine marocaine, qui constituent une très sérieuse minorité comparable à la minorité dite flamande. Bon, pour moi, cette motivation-là, elle s'effondre, elle ne vaut plus aujourd'hui. Donc ça ne correspond plus au Bruxelles d'aujourd'hui. Ça ne correspond plus au... Est-ce qu'on doit malgré tout imaginer un mécanisme qui protège les néerlandophones de Bruxelles ? Et alors, il faut néanmoins imaginer un tel mécanisme en raison de la seconde justification. Parce que ce qui me semble très important pour Bruxelles, pour la région bruxelloise, c'est que dans son personnel politique, donc au niveau de l'Assemblée et au niveau de l'exécutif, on est des espèces d'ambassadeurs de Bruxelles auprès de la région qui nous entoure de tous les côtés. Donc garder un lien avec la Flandre, les Flamands de Flandre. De garder un lien sans que pour autant, il faut que ce soit des néerlandophones, sans que ce soit pour autant des personnes qui sont flamandes. Donc beaucoup de Bruxellois néerlandophones se sentent avant tout bruxellois, mais ils ont évidemment un contact privilégié grâce à la langue qu'ils partagent avec la Flandre. Un mot sur cette réforme de 2001, Pascal Ville. Pourquoi est-ce qu'on a imaginé cette clé de répartition 72-17 ? Il y a une explication logique ? Oui, il y a une explication logique, c'est-à-dire que jusqu'alors, il y avait 50 députés au Parlement régional, sans représentation garantie, et comme tendanciellement le nombre de néerlandophones à Bruxelles diminuait, la délégation des parlementaires des partis néerlandophones diminuait, à telle enseigne qu'ils se retrouvaient avec un siège, 2 sièges maximum, et donc pour avoir un travail parlementaire un peu plus digne de ce nom, on a augmenté le nombre. Mais depuis lors, la fragmentation s'est poursuivie, et donc... on a vraiment des tout petits partis qui n'ont qu'un député. Voilà, mais regardez le CDNV, qui a été très longtemps au pouvoir à Bruxelles, un député. Ouais, et donc, c'était aussi pour garantir la présence des néerlandophones, y compris dans le travail en commission, parce qu'il y a une explication là-dessus aussi. Il y a tout le temps un néerlandophone dans chacune des commissions. Vous avez entendu ce qu'a dit Philippe Van Parijs, il estime qu'on doit réfléchir à un autre système. Vous seriez d'accord avec lui ? Alors, il y a deux réflexions, je pense. Un, on doit réfléchir à quelque chose d'autre,
mais qui garantissent bien sûr la représentation des néerlandophones de Bruxelles. Deuxième élément, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas les Bruxellois qui vont décider, ce n'est pas une compétence de la région, c'est une réforme de compétence l'État du fédéral. Et deux, il ne faut pas oublier que Bruxelles occupe un statut particulier dans l'équilibre communautaire de la Belgique. Et donc, on ne peut pas penser la réforme uniquement au prisme de la région de Bruxelles-Capitale, on doit aussi la penser au prisme du fait que la région occupe une place spécifique dans l'équilibre fédéral belge et que donc on doit parfois avoir certains inconvénients de cette statut d'équilibre. Je traduis pour que tout le monde comprenne. C'est un grand accord avec des équilibres qui se répondent les uns les autres. Et par exemple, il y a une forme de parité à Bruxelles et en échange, il y a une forme de parité au gouvernement fédéral. Si on touche à l'une, on risque de toucher à l'autre. C'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, les protections des néerlandophones de Bruxelles sont supérieures aux protections des francophones du fédéral. Il n'y a pas de double majorité au gouvernement fédéral, par exemple. Mais on a 7 ministres francophones et 7 ministres flamands au fédéral. Il y a en tout cas une réflexion à conserver en tête, c'est que c'est quelque chose qui touche au-delà de la région. Ouais. Alors, je vous propose une troisième intervention dans notre émission. On monte encore un peu d'un cran dans l'énervement après que Georges-Louis Boucher ait appelé Elke van den Brand à faire preuve de tempérance, c'est le terme qu'il a utilisé, et accepter la réalité arithmétique, c'est ce qu'il a dit sur LN24. Il a aussi dit que c'était terminé d'avoir des ministres néerlandophones pour s'occuper de la mobilité à Bruxelles et qu'il pouvait envisager de passer en force sur la question de la mobilité. Je sais être créatif, ce sont là aussi les mots qu'il a utilisés. Ça n'a pas été très très bien reçu par Tine van der Straten, elle aussi membre du parti Groen, comme Elke van den Brand. Elle était dans notre studio le lendemain matin. C'est toujours la menace, ce n'est jamais le dialogue. Et donc, ce que la société, dans son entièreté, la planète et aussi la ville de Bruxelles a besoin, c'est une politique de dialogue. Les défis qui se présentent à nous, le budget, le changement climatique, la manière dont on vit ensemble et aussi la politique de mobilité a besoin de plus de dialogue, plus de se comprendre et pas de menaces. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'elle ne soit pas dans le prochain gouvernement régional ou pas? Elke van den Brand? Oui. Ne pas dans un gouvernement bruxellois. Ça sera le non-respect ultime des gens qui ont voté pour elle, aussi pour les institutions bruxelloises et pour l'électeur qui a parlé. Donc c'est pas envisageable pour vous? C'est pas du tout envisageable et en plus, on peut même pas l'imaginer comme elle est incontournable. Alors, Pascal Deluit, est-ce qu'on peut imaginer de passer en force sur la mobilité, d'avoir un vote qui ne serait pas accepté par une partie du gouvernement, en tout cas par l'aile flamande? C'est possible ça ou pas? D'abord, il faut un accord de majorité. Et c'est l'accord de majorité qui va conduire les politiques publiques. Oui, mais là, il faut une double majorité pour l'accord de majorité. Est-ce que pour la politique de mobilité, on pourrait s'en passer? Mais non, mais vous ne pouvez pas avoir un accord de majorité sans un accord minimal sur la politique de mobilité, et vous ne pourrez pas avoir un accord du Parlement régional du rôle linguistique francophone et du rôle linguistique néerlandophone s'il n'y a pas d'accord de majorité. Ouais. Philippe Van Parijs, j'aimerais vous entendre sur la notion de dialogue qui était utilisée par Tine van der Straten. C'est un peu ça qui nous manque par moment en région bruxelloise ou plus globalement en politique belge? C'est ce qui nous manque, c'est ce qu'on devra avoir dans les semaines qui viennent, et je crois aussi c'est ce qu'on aura. Parce que, il y a le style Georges-Louis Boucher que nous connaissons tous. Il y a aussi une réalité en Wallonie qui est profondément différente de la réalité bruxelloise du point de vue de la mobilité. Et donc, j'ai confiance en David Lester et les autres libéraux bruxellois pour être conscients de ces différences et du fait qu'on a besoin d'une politique de mobilité à Bruxelles qui est très différente de celle qui est nécessaire dans la plus grande partie de la Wallonie. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure, on pourrait imaginer renoncer au collège francophone et néerlandophone, mais pas renoncer à la représentation garantie. J'aimerais que vous précisiez votre idée. On ferait comment? Si on n'a plus de collège francophone, plus de collège néerlandophone, comment on garantit qu'il y ait suffisamment de députés néerlandophones? À ce moment-là, bien sûr, on pourrait avoir des listes communes, pas seulement PTB, PVDA, mais Groen Écolo, etc. Et ça veut dire que les ministres comme Tine van der Straten, comme Elke van den Brand, se présenteraient alors dans un collège unique et de manière plus naturelle, ceux qui sont
favorables aux idées qu'elle défend pourraient voter pour elle. Ce qui fait que la comparaison entre le nombre de votes plutôt que le taux de pénétration dont elle jouit par rapport au MR, c'est évidemment une comparaison. Mais qu'est-ce qui garantit qu'elle serait finalement membre du Parlement ou du gouvernement? Il faudrait qu'il y ait un nombre minimum de néerlandophones? Donc, alors ce qu'il faut imaginer, c'est une représentation garantie sans collège séparé. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça voudrait dire évidemment qu'il faudrait une identification comme néerlandophone ou comme francophone, appartenant à l'une ou l'autre catégorie, en fonction de certains critères facilement vérifiables. Et le plus simple serait la scolarité secondaire. Alors on va demander aux politologues s'ils trouvent que l'idée de Philippe Van Parijs est séduisante ou si elle comporte déjà des objections majeures. Non, je pense qu'on doit pouvoir se présenter de conserve, mais qu'il faut une représentation garantie pour les néerlandophones de Bruxelles. Ce n'est pas facile techniquement, ce n'est pas facile techniquement, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible à imaginer. Ouais, donc on pourrait étudier cette piste. Est-ce qu'on a d'autres réformes à envisager à Bruxelles? Parce qu'on parle beaucoup du Parlement régional et du gouvernement régional, mais on a aussi la COCOF, la Commission communautaire française pour les francophones, la VGC pour les néerlandophones, la COCOM pour tout le monde. Il y a à chaque fois un Parlement et un gouvernement. Alors ce sont les mêmes, ils ne sont pas payés deux fois, mais ça on doit pouvoir simplifier aussi ou pas? Par hypothèse, on peut simplifier, mais encore une fois... ça ne dépend pas de nous. D'une part, ça ne dépend pas vraiment de la région de Bruxelles-Capitale. Ça peut dépendre d'un dialogue entre la région flamande et la VGC, d'un dialogue entre la COCOF et la région wallonne, mais ça ne dépend pas que de nous. Et encore une fois, n'oublions pas cette logique d'équilibre. Cette logique d'équilibre et aussi la logique démocratique, parce qu'on entend beaucoup l'idée, par exemple, d'accord de coopération. Il faut bien avoir en tête qu'un accord de coopération, c'est un contrôle démocratique fortement affaibli par rapport à l'exercice des compétences d'un gouvernement. Oui, qui est contrôlé par un Parlement. Si on supprime par le Parlement, par des ça commissions devient plus parlementaires. compliqué. Philippe Van Parijs, COCOM, COCOF, VGC, on garde tout ça ou on doit pouvoir s'en passer? Je crois qu'il importe de faire... Je précise quand même que vous êtes un néerlandophone de Bruxelles, c'est important dans le débat. Hein. Mais je crois qu'il faudra faire le ménage dans tout ça, mais je voudrais insister sur un point particulier qui est, quand on parle du système électoral de Bruxelles, c'est il faudrait penser à réinstaurer le suffrage universel à Bruxelles. Il n'y a que 62% des adultes bruxellois qui ont le droit de vote à Bruxelles. Les votes effectifs, les votes valables aux dernières élections, c'était 48% des adultes bruxellois. Et donc, un problème majeur, je dirais, pour la démocratie bruxelloise, c'est que les Bruxellois qui n'ont pas la nationalité belge n'ont pas le droit de vote au régional. Or, il y a de plus en plus de compétences qui, à juste titre, sont ou vont être transférées des communes à la région. Et donc, il importe, dès que possible et autant que possible, d'élargir le suffrage de manière à ce que ces personnes-là, la plupart d'origine européenne, au contraire des Belges d'origine étrangère récente qui sont principalement d'origine non européenne, il faut que ces gens-là aussi aient droit au chapitre au niveau régional. Voilà, et ça représente à peu près 350 000 personnes. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain, on parlera de la lutte contre les phénomènes sectaires et de la mise en sommeil de l'Observatoire des sectes faute de personnel. Et puis évidemment, on vous retrouvera demain matin à partir de 7h dans notre matinale Bonjour Bruxelles pour bien vous informer. Continuez à suivre BX1 et à demain.